Le cas clinique va nous être présenté par le docteur Claude Bresson, qui est chirurgien orthopédiste au CHU de Nantes et expert judiciaire, rejoint pour la discussion médico-légale par le professeur Luc Favard, qui est chirurgien au CHU de Tours et lui-même expert judiciaire. Je laisse tout de suite la parole au docteur Claude Bresson. Nous allons pouvoir lancer le film tout de suite. Ce monsieur se présente à un rendez-vous afin d'être examiné par un sapiteur qualifié en chirurgie orthopédique. Le praticien explique l'objet de sa mission et informe le patient qu'il a déjà pris connaissance de son dossier médical. Il résume l'anamnèse en vérifiant qu'il s'agit bien d'un homme de 57 ans, droitier, chauffeur de poids lourd, qui a subi une chute en descendant de la cabine de son camion avant de ressentir un craquement. Le patient confirme qu'effectivement, il n'avait pas de difficulté avec cette épaule auparavant. Mais maintenant, elle reste douloureuse et cela le gêne. Les éléments d'imagerie seront analysés par la suite. L'examen débute par une phase d'inspection, notamment des fosses sus et sous-épineuses. La mobilisation active de l'épaule droite, même en travail actif aidé, ne permet pas une élévation au-delà de 95 degrés d'antépulsion. La rotation externe en position coude au corps est limitée par rapport au côté sain avec un maximum mesuré à 30 degrés. La rotation externe en abduction est également réduite. Les amplitudes sont complètes sur l'épaule contralatérale en travail actif et passif. La position main-nuque est obtenue à droite avec quelques difficultés. Le praticien élargit son examen à d'autres secteurs anatomiques, mais en profite pour analyser les secteurs de mobilisation passive de l'épaule. En l'absence de dynamomètre, il effectue un test grossier de la force de serrage et constate une asymétrie. Les mesures périmétriques, brachiales et antébrachiales ne montrent pas d'asymétrie patente. Le praticien poursuit l'examen par un test de coiffe et constate que la main droite ne peut pas dépasser la hauteur de la fesse, alors que la main gauche peut être décollée du dos activement. Le palm-up test est douloureux et s'accompagne d'un lâchage. Il en est de même pour l'abduction contrariée du côté droit avec un lâchage net. La rotation externe contre résistance n'est pas maintenue. Il est temps d'analyser les images des examens complémentaires disponibles. Merci Claude. Donc, je suis le régional de l'étape. J'en profite pour remercier le comité d'organisation de m'avoir convié. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Et je trouve que cette réunion est vraiment très intéressante. Donc, on a de la chance car notre patient arrive avec une imagerie correcte, ce qui est loin d'être toujours le cas. Mais il se trouve qu'il a eu une radiographie standard qui permet une bonne analyse. Et il a eu également une imagerie en coupe qu'on verra ensuite. Donc, regardez bien sur cette imagerie standard. Quelques éléments intéressants. Vous avez, excusez-moi, je reviens en arrière. Vous avez ici des remaniements du trochiter ou du tubercule majeur, un acromion relativement peu agressif, et surtout quelque chose dont on va reparler plus tard, qui s'appelle le critical shoulder angle, désolé pour l'anglicisme, il a gardé ce nom, qui est chez lui à 30 degrés. Il faut savoir qu'au-delà de 35 degrés, on est très exposé au risque d'une rupture de la coiffe des rotateurs, alors qu'en dessous de 30 degrés, on est très peu exposé, en principe, au risque de rupture de la coiffe des rotateurs. Ce patient dispose également d'une imagerie en coupe, que vous voyez ici, qui est un arthroscanner, où on voit très bien ici le produit de contraste qui fuit de l'articulation pour aller dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne, témoin d'une rupture du supraépineux, mais une rupture petite et très distale. On voit ici en arrière du produit de contraste qui s'infiltre dans l'infraépineux. Et élément très important sur cette coupe parasagittale, vous voyez ici au niveau de l'infraépineux du noir. Le noir, c'est la graisse comme sous la peau, ici.
Ça veut dire que ce muscle a une infiltration graisseuse. Il faut savoir que par rapport au traumatisme, cet IRM a pu être obtenu dans un délai de 2 mois. Donc nous sommes 2 mois après le traumatisme, et voilà quelles sont les lésions radiographiques et arthroscannaires de ce patient de 57 ans. Donc on va faire un petit tour de la littérature avec Claude tout d'abord, pour voir qu'est-ce qu'on sait actuellement sur les éléments concernant les ruptures de la coiffe des rotateurs. Merci. Alors, bien évidemment, avant de parler d'imputabilité, on va parler de physiopathologie. Et on dispose de quelques éléments de référence. Ce n'est pas un scoop, nous vieillissons tous, et la coiffe des rotateurs aussi. De la sorte, les déchirures dégénératives de la coiffe sont un processus normal du vieillissement. Et ça, c'est une information que tout le monde n'a pas, c'est normal d'avoir une coiffe qui s'use. Mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est que malgré la déchirure, ce n'est pas toujours douloureux. C'est donc souvent asymptomatique. Ainsi, si on fait une IRM systématique à une cohorte de population de plus de 60 ans, non douloureuse, je dis bien non symptomatique, on va trouver plus d'une fois sur 2 une rupture de la coiffe, que ce soit une rupture partielle ou transfixiante. Alors attention, de quoi parlons-nous? Quand on parle de déchirure partielle, elle peut être superficielle, elle peut être profonde, elle peut être intratendineuse, vous verrez le mot de délamination parfois, mais ce n'est pas transfixiant. Pour que ce soit transfixiant, il faut qu'il y ait toute l'épaisseur du tendon qui soit atteint. Mais qui dit transfixiant ne dit pas une désinsertion complète sur toute la largeur. En fait, ça c'est une rupture transfixiante, c'est un petit trou. C'est un petit trou qui va communiquer la bourse sous-acromiale avec la cavité articulaire, mais qui va grossir lentement, 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 pour aboutir à un élargissement, mais il persiste toujours quelques attaches antérieures ou postérieures, et donc pendant longtemps, le muscle conserve sa fonction. Et c'est une notion importante. Si on fait une IRM systématique à des gens de plus de 65 ans qui ont une rupture avérée, douloureuse de la coiffe des rotateurs, on trouvera plus d'une fois sur 2 de l'autre côté une rupture asymptomatique et bien souvent, bien sûr, non connue. L'évolution est lente et se fait vers la dégénérescence du corps musculaire en dégénérescence graisseuse. On voit du noir au stade le plus ultime, là sur l'infraépineux, mais en moyenne, il faut au moins 1 an pour voir apparaître sur le sus-épineux et l'infraépineux une dégénérescence graisseuse. C'est donc lent. Et elle-même, cette dégénérescence graisseuse va évoluer lentement, puisqu'il faut, on a en abscisse le temps, en mois, il faut plus de 2 ans et demi pour voir le sus-épineux, le sous-épineux aboutir au stade 2. C'est donc une évolution toujours très progressive. Vous avez certainement tous la notion de hypersollicitation de côté dominant comme étant des facteurs favorisant de l'usure dégénérative de la coiffe, mais il ne faut pas oublier que le tabac, l'hypercholestérolémie et quelques facteurs génétiques sont également des facteurs favorisants de ruptures plus précoces. Comme on l'a dit, on a souvent attribué le terme d'acromion agressif de façon pas tout à fait adaptée, notamment sur des clichés de face. Il vaut mieux utiliser le CSA, cet angle qui nous permet d'avoir une valeur prédictive en cas d'angle supérieur à 35 degrés pour des situations de morphologie qui vont provoquer des usures plus précoces de la coiffe. Sur une radiographie standard, on ne voit pas la coiffe. Mais si vous avez une radio de face, si vous avez la radio de face, vous avez déjà l'espace sous-acromial. Et s'il y a une réduction de l'espace sous-acromial, vous pouvez affirmer qu'il y a déjà une rupture massive de la coiffe. La symptomatologie est plus délicate à examiner et à apprécier, c'est très variable. Mais quand il s'agit d'une rupture traumatique vraie, il y a une impotence immédiate pour la fonction, pour le travail actif. Et c'est immédiat. Un petit critère qui nous aide, si on constate une rupture isolée du subscapulaire, et à plus forte raison, si on a la chance d'avoir une échographie récente qui montre qu'il y avait un hématome dans la partie distale du tendon, on peut affirmer que statistiquement, c'est une rupture traumatique. Mais ce n'est pas facile. Et effectivement,
chez des gens qui souffrent de ruptures dégénératives. Eh bien, si on les interroge, plus d'une fois sur deux, ils vont vous dire qu'ils ont établi un lien entre tel fait traumatique ou un effort de charge excessive à l'origine de cette pathologie. Ce qui n'est pas le cas, mais eux en sont persuadés. Et à l'inverse, lorsqu'on a une luxation gléno-humérale, une luxation d'épaule pour les non-médecins, eh bien on oublie de rechercher la rupture de la coiffe, alors qu'après 45 ans, c'est quand même une complication assez fréquente, en tout cas c'est pas rare du tout, et c'est vraiment traumatique. Alors dans cette diapositive, j'avais rappelé ce que cet auteur dit la même chose. On a, en cas de rupture traumatique, une limitation du travail actif qui est immédiate. Alors après avoir lu tout ça, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple de parler de physiopathologie. Et ainsi, il y a cet auteur américain qui écrit, et je ne sais pas s'il fait des expertises, mais en tout cas, ça ne nous aide pas forcément, puisqu'il écrit « La prévalence des lésions de la coiffe chez les personnes non symptomatiques est suffisamment élevée pour qu'elle soit considérée comme un aspect courant du vieillissement normal. Il est donc ainsi bien difficile de déterminer en cas de nouvelle anomalie, telle qu'un traumatisme, si les symptômes persistants sont en lien avec le nouveau fait générateur ou l'ancien. » Alors, à la lumière de tout ça, Luc, qu'est-ce qu'on peut faire comme synthèse ? Une synthèse relativement simple, mais malheureusement, on ne peut pas attribuer un point à chacun des paramètres. Sinon, il suffirait de faire le score à la fin et de voir si on en a plus en faveur de l'imputabilité ou plus en défaveur de l'imputabilité. Donc en fait, cette synthèse, c'est des critères cliniques et épidémiologiques, des critères radiographiques et des critères sur l'imagerie en coupe. En ce qui concerne la clinique, l'âge, moins de 50 ans, c'est quand même bien rare d'avoir une rupture dégénérative. Au-delà de 60 ans, ça devient très fréquent. L'atteinte contralatérale, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ça déstabilise un peu les patients parce qu'ils affirment, et souvent à raison, qu'ils n'ont jamais rien eu avant leur rupture. Mais lorsque vous les examinez, vous leur montrez en faisant le testing contralatéral qu'ils en ont également une de l'autre côté, dont ils ne souffrent toujours pas, mais qui leur prouve bien que quelque chose d'anormal se passe au niveau de leur épaule. Donc, quand il y a de l'autre côté une rupture de la coiffe, eh bien, on a l'impression que c'est sans doute en faveur, contre l'imputabilité. La discordance dans l'examen, la discordance dans l'examen, c'est plutôt quand même en faveur de l'imputabilité. Et alors, très important, le traumatisme. La violence du traumatisme est un élément essentiel, il faut bien l'analyser, et notamment le type du traumatisme. J'ai vu, par exemple, pas plus tard qu'il y a 2 jours, un patient qui arrivait avec une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traumatisme était d'avoir reçu sur le dessus de l'épaule, là, au niveau de la clavicule, un choc. Cela ne peut absolument pas produire une rupture de la coiffe des rotateurs. Maintenant, en ce qui concerne la radiographie standard, le pincement sous-acromial très important. C'est sûr que s'il y a un pincement sous-acromial 1 mois ou 2 mois après le traumatisme, ce n'est pas une rupture récente, c'est une rupture ancienne. Le critical shoulder angle, on en a parlé, et notamment, s'il est supérieur à 35 degrés, c'est contre l'imputabilité. Et puis en dernier lieu, les remaniements trochitériens ainsi que le tubercule majeur, et on pourrait y rajouter les modifications de forme de l'acromion. Enfin, les données de l'imagerie en coupe. Vous avez donc l'infiltration graisseuse, et dès qu'elle est inférieure au stade 2, c'est pour l'imputabilité, supérieure, c'est plutôt contre. Le degré de rétraction, bien sûr, si elle est importante, c'est contre l'imputabilité. Quand c'est une atteinte du supraépineux, c'est celui-là qui est toujours rompu en premier, donc c'est plutôt contre l'imputabilité, alors que le subscapulaire est un muscle qui se rompt souvent de façon traumatique. Lorsque vous avez affaire à un patient qui a une rupture du subscapulaire, on peut raisonnablement penser que c'est une rupture traumatique. Et enfin, comme l'a dit Claude, la notion de luxation est très importante. Passé 45 ans, la rupture de la coiffe des rotateurs est la principale complication des luxations. Alors, on peut conclure qu'une rupture de coiffe asymptomatique peut toujours devenir symptomatique après un traumatisme et à cause de lui, ça c'est une certitude, que la progression, ça me paraît essentiel, de l'infiltration graisseuse après une extension de la rupture, par exemple dans le cadre d'un traumatisme, demande au moins 1 an pour se produire dans la majorité des cas,
et que la majorité des épaules douloureuses post-traumatiques surviennent quand même sur un état antérieur. Donc tout ça, ça ne nous aide pas forcément beaucoup. Et si on en revient au cas de notre patient, alors on m'a demandé de me mouiller un petit peu avant que vous ne votiez. Il a 57 ans, donc on est entre 50 et 60, on ne peut pas dire grand-chose. Par contre, il est tombé d'une cabine de camion, ce qui est quand même un traumatisme relativement violent, et avec une notion de craquement. Ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Qui plus est, je me rends compte qu'il a un critical shoulder angle qui est très bas, qui ne le prédisposait absolument pas à avoir, a priori, une rupture de la coiffe des rotateurs à l'âge de 55 ou de 57 ans. En revanche, il a des remaniements trochitériens indiscutables. Donc, je me pose quelques questions. Je me penche sur l'imagerie en coupe, je l'analyse un peu plus en détail que tout à l'heure, et je vois que, effectivement, la rupture, elle est avec une faible rétraction, toute petite, ce qui est plutôt en faveur de l'imputabilité. Et je vois, si on regarde bien ici, que mon produit de contraste va de l'articulation jusque dans la gouttière du biceps ici, ce qui est le témoin d'une rupture du subscapulaire. Donc ce patient a une rupture du subscapulaire sur l'imagerie en coupe. Par contre, ici, vous voyez, il a une infiltration graisseuse prononcée de l'infraépineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, ce patient, il avait déjà une rupture de la coiffe des rotateurs, sans doute plutôt postéro-supérieure, comme on peut les observer de temps à autre, ce dont témoigne l'infraépineux qui est complètement infiltré. Et à l'occasion de ce traumatisme, il a rompu son subscapulaire, car pour moi, le subscapulaire est quand même essentiellement traumatique. Et comme le subscapulaire et la partie antérieure du supraépineux sont très proches, j'aurais tendance à dire que son supraépineux est également la conséquence du traumatisme. On a donc, dans ce cas-là, pour moi, un patient qui avait une rupture préexistante, postéro-supérieure, et qui, à la suite d'un traumatisme relativement violent, a eu une rupture traumatique du subscapulaire qui s'étend à la partie antérieure du supraépineux. Vous nous avez parfaitement montré des éléments qui auraient pu nous faire pencher peut-être un peu rapidement vers une origine dégénérative, donc rejeter l'imputabilité, d'autres qui nous troublent parce qu'ils plaident davantage pour retenir le lien de cause à effet. On verra un petit peu comment tout à l'heure les juristes peuvent s'emparer de nos hésitations. Dans le cas clinique, vous êtes, dans le cas présent, vous avez déjà pris position. Il y a quand même de fortes chances que, puisque vous êtes notre sapiteur, nous vous suivions. On va quand même vous demander à la salle si elle est d'accord avec cette approche. Écoutez, je pense que vous êtes un sapiteur en qui beaucoup de personnes ont confiance. Hein. Voilà, donc globalement, la salle vous suit pour considérer que malgré que le tableau ne soit pas parfait, comme dans les livres, eh bien, on s'est lancé, on a imputé. Il y a bien des fois, soit parce qu'on n'a pas de sapiteur, soit parce qu'on pense qu'on va pouvoir raisonner tout seul, nous rédigeons des rapports dans lesquels nous retenons un faisceau d'arguments en faveur de l'imputabilité. Mais parfois, nous avons des formulations moins directes. On va dire que l'épaule était extrêmement dégénérative, que le tendon était, on va dire, sur le point de céder, mais pas loin, que l'accident a fait, par exemple, rompre un tendon qui n'attendait que ça pour rompre 6 mois plus tard. Les enjeux sont extrêmement lourds, puisque la plupart du temps, c'est une incidence professionnelle et pas forcément chez des gens qui ont 55 ou 60 ans. Comment les juristes s'emparent de ces hésitations, de la complexité, que vous avez bien entendu, d'un discours médical? Alors, honneur aux dames, on va tout d'abord demander à Maître Rachel Arfeuil de s'exprimer, puis à M. Mornay, puis enfin à M. Sarafian. Mille merci de me donner l'occasion de participer à vos travaux. Les échanges entre juristes et médecins sont toujours source de beaucoup d'interrogations, beaucoup de confrontations de nos points de vue, et je mesure le privilège que j'ai de pouvoir participer à vos travaux aujourd'hui, et je vous remercie de m'y avoir convié. On m'a demandé de m'exprimer d'un point de vue engagé, c'est-à-dire du point de vue du médecin, de l'avocat recours que je suis,
qu'est-ce que je vais avoir comme lecture d'un rapport d'expertise qui va avoir des hésitations à se prononcer sur une imputabilité? Peut-être de manière générale, j'aimerais pouvoir dire que la question de l'imputabilité, comme vous venez de le rappeler, est pour nous tout à fait centrale, puisqu'elle peut avoir des effets immédiats sur l'indemnisation à laquelle la victime, puisque c'est un mot qu'il faut quand même qu'on aborde, une catégorie qu'il faut qu'on aborde beaucoup cet après-midi, on travaille tous avec cette catégorie particulière de personnes blessées, et le rôle du médecin, décidément, de l'avocat de recours va être sur cette question de l'imputabilité, on va attendre du rapport qu'il puisse nous donner des indications claires sur la voie indemnitaire qui pourra être choisie pour cette victime. Qu'est-ce que nous pose comme question en particulier ce cas ? C'est de savoir si, dans le raisonnement médico-légal, on peut être influencé par une anticipation d'une dégénérescence de l'état de santé, cette dégénérescence étant plus ou moins programmée compte tenu de l'âge, enfin de l'ensemble des facteurs qui nous ont été proposés là. Le raisonnement du juriste va être beaucoup plus simpliste que le vôtre, et en tout cas le raisonnement du juriste indemnitaire va être beaucoup plus simpliste, puisqu'il va consister à dire que un événement qui a pour effet de faire décompenser, pour utiliser ce mot dont on va, je crois, beaucoup discuter cet après-midi, ou en tout cas de révéler un état antérieur, n'aura pas d'incidence juridique. C'est-à-dire que la Cour de cassation nous rappelle à longueur d'arrêt qu'une dégénérescence qui a été favorisée, qui a été révélée par l'accident, ne devra pas être prise en compte dans une limitation de l'indemnisation, que l'indemnisation de la victime sera totale, même si on peut entendre que, d'un point de vue médical, de multiples causes sont intervenues dans la survenue du traumatisme dont souffre la victime, mais qu'un état antérieur qu'on appelle latent ne doit pas être pris en compte pour limiter l'indemnisation. Donc les 77% d'entre vous qui disent voilà, on ne va pas considérer que cette dégénérescence programmée de la coiffe des rotateurs, que cette dégénérescence ne doit pas être prise en compte, effectivement, ce sera le raisonnement de l'avocat recours, qui va rechercher du coup dans le rapport quoi ? Qui va rechercher une description objective de la situation, à charge ensuite pour le régleur, qui est à ma gauche notamment, puis ensuite à mon extrême gauche, si c'est un assureur avec lequel on discute à l'amiable, qui lui va traduire en termes juridiques, en termes indemnitaires, les constatations que l'expert aura pris la précaution d'indiquer dans son rapport. Ce ne sera pas à l'expert de venir nous dire au final c'est totalement imputable, c'est partiellement imputable ou ça ne l'est pas du tout. C'est une description clinique de la situation qui ensuite sera traduite par les deux régleurs qui sont sur ma gauche, avec le rôle qui est celui de l'avocat de recours de rendre visible cet état, enfin plus exactement de le garder invisible, c'est-à-dire d'appuyer sur le fait que l'état antérieur était bien latent, qu'il n'avait pas de manifestation somatique avant l'accident, et que donc rien que le fait que l'accident ait favorisé la survenue de cet état suffira à établir ce lien de causalité d'un point de vue juridique. En réalité, ce qui peut être difficile à entendre pour des médecins, et je veux bien le concevoir, la réalité médicale a finalement peu de sens pour le régleur. C'est-à-dire que le but du juge n'est pas de dire quelle est la vérité scientifique, et Dieu merci, ce n'est pas son rôle, mais de poursuivre un but qui est celui d'indemnisation de la victime. Est-ce que les éléments qui permettent que les éléments juridiques qui permettent que cette indemnisation ait lieu sont présents ou pas dans le dossier qui lui est présenté? Et il ne va pas se poser la question, on l'a déjà évoqué ce matin, il ne va pas se poser la question de la cohérence médicale ou scientifique, aussi choquant que ça puisse paraître pour vous. Ce n'est pas à ce niveau-là de raisonnement que va se placer le régleur. Donc notre rôle à nous,
pour être très synthétique, de l'avocat de recours, ça va être d'identifier dans le rapport ces éléments objectifs qui vont nous permettre de travailler sur cette notion d'état antérieur latent ou d'état antérieur patent. Merci maître. Et je ne doute pas que pendant la dernière partie, où nous aurons un quart d'heure, on reviendra vers vous pour justement vous revenir sur cette histoire d'interaction, état latent et traumatisme. Monsieur Mornay. Je ne vais pas contredire ma voisine de droite. On est là dans une hypothèse de ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous, dans notre jurisprudence, un état antérieur latent, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions, mais qui sont souvent inconnues de la victime et sans manifestation externe. Et donc le déficit, en gros, pour nous, il n'y avait pas de déficit fonctionnel permanent avant l'accident. Et donc la victime présente un état stable, elle a peut-être un terrain à risque, c'est le cas du tabagisme, l'alcoolisme, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'hypertension, tout ça, ça peut exister avant, mais ça reste un état antérieur latent. Et l'existence de ce type d'état antérieur n'a pas d'incidence sur le droit à réparation de la victime. Vous avez plusieurs arrêts régulièrement qui sont rendus par la Cour de cassation. La jurisprudence est assez claire. La Cour de cassation refuse la prise en compte de cet état antérieur en énonçant pour principe que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Et là, c'est la chute qui provoque et qui révèle cet état antérieur. À l'inverse d'un état antérieur patent qui, lui, serait pris en considération, bien sûr, pour indemniser selon une formule de Gabrielli que vous connaissez, je suppose tous, donc je ne m'y attarde pas. Deux tempéraments peut-être par rapport à la situation ou par rapport à ces situations. Il faut réserver l'hypothèse dans laquelle le fait dommageable n'a pas seulement aggravé un état antérieur, mais transformé radicalement la nature même d'une invalidité. C'est l'exemple de l'individu borgne qui devient aveugle à la suite de l'accident. Et là, on a bien entendu une indemnisation de l'entier dommage de la cécité qui est provoquée par l'accident, alors qu'il n'y avait pas de cécité auparavant. Et il reste bien sûr la difficulté pour un médecin de se prononcer sur l'évolution normale d'un état antérieur en l'absence du fait générateur de responsabilité. Ça, c'est très compliqué pour vous. Cela est nécessaire car la jurisprudence refuse d'imputer au fait générateur la responsabilité, fait générateur de responsabilité, la part de l'aggravation du dommage liée à l'évolution normale d'un état pathologique antérieur. Et certains auteurs évoquent cependant un art divinatoire. Je cite Gisèle Mort, avocate spécialiste des victimes. Et je ne peux que vous livrer quand même ce que disait Paul Valéry à propos des experts en tout genre. Je le relisais récemment dans un ouvrage écrit par Régis Debray. Un expert, je cite, un expert est un homme compétent qui se trompe selon les règles. C'en est terminé. Merci Monsieur Mornay. Sarafian, c'est peut-être un peu difficile maintenant. Bon. Mais effectivement, nous vous envoyons régulièrement ce type de dossier. Où nous vous avouons notre difficulté à trancher. Hein. Comment vous approchez? Est-ce que vous aimeriez qu'on se contente de vous expliquer nos états d'âme, les arguments favorables et les arguments qui vont à l'encontre? Avec la part du doute, je ne sais pas si vous m'entendez bien, la part du doute, elle est bien parler devant. Ouais, elle est très importante. Donc, si le doute s'exprime, si vous avez du doute, il faut l'exprimer et l'expliciter de manière extrêmement détaillée. Il faut qu'on comprenne particulièrement quels sont les éléments qui justifient ce doute. Donc, j'aurais tendance à dire le doute est un élément essentiel pour nous, évidemment, pour la compréhension. Vous aviez dit effectivement en entrée que c'était important aussi pour l'expert de douter, mais c'est important aussi pour nous. Cela dit, dans ce dossier particulier, je ne pense pas que ce soit un dossier sur lequel on doive nécessairement entrer en contestation sur l'imputabilité de la rupture de la coiffe au sinistre, compte tenu des éléments qui ont été dits. Et je ne vais pas évidemment revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette jurisprudence est tout à fait constante et elle a été parfaitement précisée.
Il y a peut-être 2 points sur lesquels je voudrais revenir. La première, c'est, et ça rebondit sur la notion du doute, c'est que les éléments les différentes composantes de la problématique de l'imputabilité doivent figurer dans le rapport. L'expert doit absolument aborder dans toutes ses dimensions cette problématique de l'imputabilité. On a évoqué ce matin le fait que, après tout, comme il y a une différence entre la vision du juriste et la vision du médecin sur cette question, au fond, le médecin doit accepter que le juriste puisse dire qu'il y a imputabilité quand, de son point de vue, il estime qu'il n'y en a pas. Je pense que ça ne doit absolument pas empêcher que vous, experts, vous indiquiez très clairement les doutes que vous avez, les convictions aussi que vous avez, que vous documentiez au maximum la question de l'imputabilité dans le rapport. Je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, que vous fassiez vraiment la différence entre les deux. Et ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas sur l'imputabilité, il faut absolument tout expliquer, tout dire, pour essayer de faire avancer au maximum cette question sur le plan médical et pour l'exprimer le mieux possible sur le plan médical. Après, le traitement qui sera fait derrière, c'est un traitement qu'on connaît pour une certaine partie. Il y a peut-être encore des éléments de jurisprudence qui peuvent éventuellement être sujets à réflexion. Et ce sera mon dernier point et sur lequel je voulais revenir dans ce cas précis, mais on y reviendra peut-être pour un autre cas. C'est le fait que, qui est le point qui est évoqué tout dernièrement par M. Mornay, c'est la question de l'évolution naturelle de l'état antérieur latent. Donc, certes, il est asymptomatique avant l'accident, mais on sait aussi qu'il aurait connu une évolution indépendamment de l'accident, qu'il aurait connu une évolution. La question est de savoir si, au regard des connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, qui sont disponibles, est-ce qu'on a une indication suffisamment précise du moment auquel serait survenue cette évolution que l'on sait inéluctable, pour autant que cette évolution est certaine. Autrement dit, on sait qu'il y a une évolution, il y a un état antérieur, on sait qu'il y a un accident qui est intervenu, mais indépendamment de l'accident, il y a une évolution qui existe et qui est présente. On sait de façon certaine que cette évolution aurait conduit à un moment donné à l'observation du handicap qui est présenté par la victime dans les suites de l'accident. La question peut se poser de savoir si l'indemnisation qui doit être faite par l'auteur du dommage et son assureur du préjudice causé par l'accident doit tenir compte ou non du fait qu'à un certain moment, quoi qu'il arrive, indépendamment de l'accident, la personne aurait été handicapée comme elle l'est aujourd'hui. Et est-ce que l'indemnisation doit être absolument totale et j'allais dire viagère, définitive, ou est-ce qu'elle doit être exprimée sous la forme d'une perte de chance, sous la forme d'une prise en charge partielle ou d'une prise en charge, je dirais, jusqu'à une certaine période à convenir. Alors, comme le disait M. Mornay, c'est certainement pas facile pour vous, experts, de déterminer ces éléments-là. Je pense qu'il y a pas mal de domaines dans lesquels les connaissances scientifiques ne permettent pas de conclure de façon certaine. Dans ce cas-là, il faut le dire. Mais quand vous avez une indication suffisamment solide scientifiquement sur cette possibilité d'évolution, je pense qu'il faut qu'elle soit précisée, documentée, argumentée. Oui, je crois. Merci, M. Sargent. Je crois que c'est vraiment la question que pose ce dossier. Et d'ailleurs, je vois que c'est des questions qui reviennent aussi de la part de la salle. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions par l'application. Et donc, c'est effectivement une des questions qui est remontée. Alors, on a bien entendu qu'un tendon qui est mince, qui est abîmé, n'est pas forcément un tendon qui va rompre. Il y a des situations quand même où on connaît l'évolution d'une pathologie, on connaît sa tendance naturelle à s'aggraver. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui vous serait utile à vous juristes, jusqu'à quel degré de certitude attendez-nous que nous allions pour pouvoir prendre en compte l'évolution physiologique d'une pathologie? Est-ce que j'ai le droit de reformuler la question? Vous avez tous les droits à mettre, on a l'habitude avec les avocats. J'aurais tendance à peut-être la reformuler en me demandant, est-ce que, du point de vue de la fonction du droit, il est pertinent de se poser cette question-là, c'est-à-dire se dire, est-ce que dans un processus indemnitaire, on doit prendre en compte, un système juridique doit prendre en compte une évolution qu'on va tous connaître, dont on connaît tous le terme, très clairement. Donc, est-ce qu'un système indemnitaire juste est un système indemnitaire qui doit
anticiper une aggravation, même au-delà des questions de difficulté d'évaluation, parce qu'alors là, je pense que ça doit être redoutable, mais ce n'est pas une question à exclure pour autant. Comment est-ce qu'on va modéliser une aggravation? Donc ça, c'est un vrai problème. Mais avant même de se poser cette question-là, est-ce qu'un système indemnitaire juste doit intégrer le fait que tous, un jour ou l'autre, on peut connaître des dégénérescences liées à nos habitudes de vie, liées à notre âge, liées à notre sexe, liées à notre environnement de vie. On est urbain. Voilà. Il se trouve que on voit une tendance auprès de certains juges du fond, certains juges d'appel, qui se placent non pas sur la question de l'imputabilité, mais sur la question de l'évaluation des préjudices, qui, dans certains cas, vont limiter la capitalisation à un certain âge. En venant dire, par exemple, tout le monde sait qu'à partir de 60 ans, on n'est plus capable d'entretenir son jardin. Je n'invente rien. Dixit, un juge d'appel, hein, qui dit, voilà, de mon point de vue, à partir de... J'ai pas choisi cet arrêt pour rien, hein. Non pas que la moyenne d'âge de la salle avoisine les 60 ans, mais je pense que certains d'entre vous sont concernés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on doit faire rentrer en ligne de compte dans l'indemnisation une anticipation des dégénérescences qu'à un âge ou à un autre on doit connaître, il faut aussi se poser la question de savoir à quel niveau du raisonnement on intègre ça. Est-ce qu'on l'intègre au niveau de l'imputabilité? Est-ce qu'on l'intègre au niveau de l'indemnisation et de l'évaluation? Et lorsqu'on l'intègre au niveau de l'évaluation, à l'aide de quel outil, à l'aide de quelle représentation sociale aussi on va travailler? Et donc on doit se poser la question aussi de quel système d'indemnisation il s'agit. Donc le débat est loin d'être clos. D'accord. Oui. Je ne sais pas si M. Monet ou M. Sarafian avaient un... Juste un mot sur, effectivement, il faut peut-être faire passer l'idée, je sais pas, non, si ça marche, passer l'idée que du point de vue du droit, le justiciable a besoin d'une certaine sécurité juridique. Et ça fait partie, ces éléments-là, de la sécurité juridique. C'est-à-dire que on a un fait dommageable, on a un dommage qui est en lien de causalité, qui est imputable à ce fait dommageable, au moins en partie. Dès lors que cet état antérieur, certes il existait peut-être, mais n'était pas révélé, eh bien on va indemniser indépendamment de cet état antérieur. Et on verra tout à l'heure quand on va se poser la question des personnes âgées, mais c'est un peu la même difficulté. Sinon, on rentre dans des débats au stade de l'imputabilité. Après, en termes d'évaluation, on verra ce qu'on fait. Ça, c'est plus le souci de l'évaluateur. Mais au stade de l'imputabilité, du lien de causalité, en tous les cas, on va essayer de limiter l'insécurité, c'est-à-dire qu'il y a ou il n'y a pas de lien de causalité. Ça, c'est le point de vue du juriste, qui va donc un petit peu, si vous voulez, prendre votre rapport et prendre la partie lien de causalité s'il y en a une. S'il n'y en a pas, bon, bien sûr, on n'en prendra pas. Mais s'il y en a une, on prend. Et on va essayer d'indemniser. M. Sarafian, est-ce que vous... Oui, en quelques mots, donc, simplement dire, je reconnais que le sujet est compliqué. Ma réaction était liée toujours au principe qui nous anime tous en matière d'indemnisation, et ça concerne plus l'indemnisation, effectivement, que l'acceptation ou non de l'imputabilité en tant que telle. C'est le principe de la réparation intégrale du dommage qui conduit naturellement, en présence d'un état antérieur, d'essayer de faire la part des choses entre ce qui relève de l'état antérieur et de ses évolutions possibles et ce qui relève des conséquences directes de l'accident. Alors je suis conscient du fait que l'exercice est extrêmement difficile, et notamment difficile pour l'expert. Cet outil de modélisation dont vous parlez, effectivement, il est a priori très compliqué à construire, je ne le conteste pas. Alors à partir de là, est-ce qu'il faut pour autant mettre complètement de côté cette problématique? Je ne le sais pas, à ce stade aujourd'hui. J'ai le sentiment que la jurisprudence de la Cour de cassation, le professeur ce matin, n'a pas complètement statué sur ce point précis. En tout cas, il n'y a pas de jurisprudence très clairement sur ce point. Et je dirais aussi que, et je termine là-dessus, qu'à défaut, disons, de prendre en compte cette évolution, est-ce qu'il peut au moins être pris en compte l'évolution que le phénomène dégénératif avait déjà parcouru avant l'accident? Est-ce que c'est complètement binaire? Est-ce que c'est imputabilité ou pas imputabilité? Et si imputabilité, on prend l'ensemble des conséquences sans tenir compte du fait que la personne avait déjà potentiellement, et
on le verra peut-être davantage avec la personne âgée, avait déjà potentiellement rencontré une limitation de ses mouvements ou de son autonomie dans sa vie quotidienne pour l'évaluation du dommage. Merci Jean. Monsieur Favard voulait dire un mot. Oui, justement, concernant ça, et précisément le cas de mon patient, moi je vais prendre en compte son état antérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire qu'effectivement, il a une rupture du subscapulaire et du supraépineux qui est imputable à sa chute. Mais ce que je vais dire, c'est que dans son déficit fonctionnel, la rotation externe qui a disparu, la difficulté à mettre la main sur la tête n'ont rien à voir avec la rupture du subscapulaire et du sus-épineux. Et il va donc avoir un taux qui sera nettement inférieur à son véritable déficit fonctionnel. Est-ce que je serai suivi? Oui. Donc comme quoi l'expertise reste de la médecine. Une question intéressante. Si ce tendon relevait d'une intervention chirurgicale, imputeriez-vous la chirurgie à l'état antérieur ou au traumatisme? Alors c'est une question que je pose là plus aux médecins. Si on considère que la rupture du subscapulaire est imputable, de toute façon, c'est lui qu'on va aller réparer, donc, dans le cas précis. D'accord. Sinon, après, c'est une affaire de cas particulier. Une autre question qui remonte à ça, je connais un peu votre réponse. Est-ce que on ne pourrait pas, on a de l'autorisation, mettre 30% sur l'état antérieur, 70% sur le traumatisme? C'est une façon comme une autre. Je vous laisse... Juridiquement, non. Mais après, voilà, si le médecin... mais juridiquement, non. En tous les cas, on n'aura pas ce partage. Il semblait pourtant que dans certaines missions, on nous demande quelle est la... Alors, je ne sais plus comment c'est exprimé, si c'est la part, le pourcent... Alors, pourquoi vous nous le demandez? Alors, ce sont dans les missions de responsabilité médicale qu'on trouve ce partage entre l'état antérieur. Et donc, du coup, ça peut effectivement induire en erreur et se dire, au final, à quoi ça sert qu'on me le demande si on ne s'en sert pas? Il se trouve que pour les missions en responsabilité médicale, comme il existe plusieurs types de régimes juridiques, dont des régimes sans faute, qui exigent un lien direct et certain, on demande à ce qu'il y ait cette part des choses entre l'état antérieur. Une question qui, je pense, vraiment dirigée vers les juristes. On nous rappelle que le principe est celui de la preuve, et que cette preuve incombe à la victime. Est-ce que, face à une incertitude diagnostique, est-ce qu'on n'est pas là en train de renverser la charge de la preuve? La question qui vous est posée. Est-ce qu'on n'est pas en train de renverser la charge de la preuve? C'est-à-dire qu'on a un diagnostic qui est imprécis, je vous remonte la question de la salle, un diagnostic imprécis, et on est en fait en train de démontrer que disons que c'est toujours, enfin, je veux le dire de façon plus brutale, quand il y a une incertitude, elle profite à la victime. C'est un petit peu comme ça que je traduirais la question de la salle. Est-ce que ce n'est pas systématique? La question est un peu provocatrice, mais... Non, c'est pas que l'incertitude profite vraiment. Est-ce qu'on a un lien de causalité ou pas? Moi, je reviens, c'est vraiment... voilà, si on nous dit qu'il y a une imputabilité, on la prend. Et ensuite, on va indemniser en fonction de ça. Mais la charge de la preuve, c'est toujours... Alors, le principe, c'est la preuve, c'est la victime qui rapporte la preuve de son préjudice, de l'existence et de l'étendue de son préjudice. Bien entendu, l'expertise est quand même un outil probatoire extrêmement important pour la victime. Alors après ça, il peut y avoir aussi une intention législative. C'est que, comme l'a rappelé le docteur Stenbach en ouverture de cette journée, le travail de l'expertise médico-légale a commencé avec les accidents en droit du travail. Qu'est-ce qu'il y avait comme intention derrière cette législation-là? C'est de protéger le pot de fer contre le pot de terre, l'homme contre la machine. Donc l'intention législative, depuis qu'existe la réparation du préjudice corporel, c'est de favoriser l'accès par les victimes à des mécanismes d'indemnisation. C'est peut-être ça qu'a voulu dire la personne qui a posé la question. Il y a un environnement législatif qui est favorable à la victime, ça oui. Il y a une admission de la preuve par présomption, indice grave, précis et concordant,
Claude Bresson, vous vouliez... Je voulais poser une question pour faire un parallèle avec les préjudices matériels. Dans l'exemple du pont qui s'est effondré en Italie, qui va indemniser les victimes? L'assureur de celui qui entretenait ce pont qui était dégradé au point de se rompre, ou le conducteur, enfin l'assurance du conducteur dont le poids de la voiture a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et le pont s'est effondré. Ben, c'est la même chose pour nous. La coiffe, c'est ça. Alors, les régimes de responsabilité ne sont pas les mêmes. Je pense que même sans parler, cela dit, de renversement de la charge de la preuve, déjà, ce qu'on peut dire, je pense que ça, vous le ressentez dans votre exercice, je pense, quotidien, c'est que vous, je dirais, la victime, elle vient avec je dirais, le tableau clinique qu'elle présente, elle vient avec son dossier médical, et c'est vous, expert, qui, à l'intérieur de tout ça et au travers de l'examen clinique, allez retrouver un certain nombre d'informations qui vont vous permettre d'élaborer un raisonnement qui vont autour de l'imputabilité et de faire part d'une conclusion, alors qui pourrait être en faveur ou en défaveur, qui pourrait être, comme tu le disais aussi, une conclusion d'incertitude. Mais malgré tout, on peut au moins dire qu'effectivement, la victime a la charge de la preuve, mais qu'en réalité, l'expert est un peu le porte-parole, entre guillemets, de la preuve à fournir par la victime, au moins pour ce qui concerne l'explication et l'explicitation de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et l'accident. Et puis ensuite, effectivement, après, intervient le magistrat ou intervient le régleur qui vient au travers de cela, et même l'avocat peut aussi bien sûr contribuer, essayer au travers donc des éléments à disposition, retrouver les indices, retrouver les faisceaux d'éléments qui peuvent être potentiellement concordants en faveur d'une solution ou plutôt qu'une autre. Ce qui veut dire que malgré tout, il y a tous les dossiers qui posent un problème d'imputabilité ne conduisent pas nécessairement, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'entrevois, je veux dire, je ne peux pas considérer par hypothèse que tous les dossiers présentant un problème d'imputabilité ne peuvent se résoudre qu'en faveur des victimes de Mandres, parce que sinon, effectivement, il y aurait soit un problématique de renversement de la charge de la preuve, soit l'existence d'une sorte de présomption naturelle de prise en charge qui, je crois, n'est pas dans l'esprit ni de la jurisprudence, ni bien sûr des juristes d'une manière générale, je veux dire par là des doctrinaires. Oui. Juste un exemple qui est assez classique en jurisprudence et qu'on donne souvent, mais qui révèle bien comment fonctionne le droit en tous les cas. Vous prenez un sujet éthylique qui fait une chute sur son lieu de travail. Il se fracture la rotule. Il décède à l'hôpital à la suite de l'intervention pratiquée pour cerclage de la rotule, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais vous savez, à cause d'un délirium très mince. En accident du travail, la mort, sans aucune discussion, est considérée comme secondaire à l'accident du travail. Et je me permets de revenir sur notre coiffe des rotateurs, c'est un accident du travail, notre chauffeur routier. En droit commun, qu'est-ce qui se passe? Et que le droit commun est un peu à part. Enfin, c'est plutôt le droit du travail qui est un peu à part. En droit commun, s'il n'y avait pas eu la fracture de la rotule, il n'aurait pas présenté de délirium très mince, parce qu'il n'aurait pas été sur la table d'opération, il n'y aurait pas eu ce délirium très mince. S'il n'avait pas été éthylique, il ne serait probablement pas mort. Et donc, s'il n'était pas mort, il aurait eu un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 15%. Eh bien, non, peu importe. La question n'est pas là. Je ne sais pas, ou 10% ou 5%, voilà, peu importe, 5%. Ce n'est pas le débat. Eh bien, dans le système d'indemnisation qu'on a aujourd'hui et de juridique qu'on a, le juge va considérer que la mort est imputable à l'accident. Donc vous voyez que c'est vraiment, on n'est pas du tout sur la même logique. C'est ce que j'ai expliqué ce matin. Je vous remercie beaucoup, parce que vos réponses très claires, et en plus en respectant parfaitement le chronomètre. Moi, j'en retiens de ce premier échange, et je pense que ça va être confirmé par tous les échanges que nous allons avoir, que certes, nous ne sommes que des serviteurs d'une logique. Nous apportons des éléments de réflexion à une logique qui nous dépasse et qui parfois peut nous heurter de par notre formation scientifique, mais j'en retiens quand même que nous ne servons pas tout à fait à rien, puisque vous avez vraiment besoin, et c'est vraiment tout à fait le droit fil de notre discussion, qu'on vous renseigne, qu'on vous explique,
qu'on vous exprime notre logique qui est la nôtre, mais qui sera quand même entendue, même si ça passe dans les filtres d'une autre façon de penser. Je pense que c'est vraiment la leçon qu'il faut déjà qu'on commence à en retenir. Merci infiniment. Les 3 juristes vont avoir l'occasion de s'exprimer sur d'autres thèmes. Je remercie beaucoup le professeur Favard et Luc pour leur intervention. Et je vais appeler à cette table le professeur Gendrick, Éric Palisson, Thierry Servetto, pour la 2e table ronde qui sera présentée par Valérie Cardona-Lamy.